je tiens à remercier Madame la doyenne, Madame Hassani, et à travers elle, le président de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, professeur Shakib Nejari, et les éminents maîtres qui se sont rattachés à cette conférence, à savoir professeur Ataïr, professeur Ekei, et bien évidemment notre cher docteur Layachi, qui n'est bien sûr à présenter à personne de nos jours. Alors, de ma part, comme intervention, donc, je parlerai surtout du microbiote intestinal, le côté microbiologique et de ces microbiotes. Alors, nous verrons ensemble tout ce qui est composition, la diversité microbienne et quelques rôles physiologiques de ces microbiotes. Alors, sans plus tarder, donc, on va essayer de développer les éléments suivants. Bien sûr, on ne pourra parler de microbiote que après avoir défini tout ce qui est une diversité microbienne, parler un peu de différents types de micro-organismes. Je rappelle que ce webinaire est ouvert aussi bien aux étudiants, mais aussi au grand public. Donc, il est très important de faire un petit rappel du monde microbien, parler aussi des généralités, des interactions qui existent entre les humains et les micro-organismes, et à travers là, ressortir du terme microbiote humain, parler de la diversité du microbiote intestinal, par la suite, voir quel serait le rôle ou bien quels sont le devenir ou bien quels sont les impacts du maintien d'un bon microbiote intestinal. Et dans les deux derniers points, on va essayer de voir le dynamisme du microbiote intestinal parce que c'est une région qui est très dynamique, donc nous allons essayer de voir la fluctuation des micro-organismes au niveau de nos intestins. Et en dernier point, parler un peu du rôle physiologique du microbiote et comment maintenir ces microbiotes et quelles sont les conséquences néfastes en cas de non-entretien des microbiotes ou bien en cas de déséquilibre de ce microbiote. Donc voilà en quelque sorte les quelques éléments que je partagerai avec vous, bien sûr sous le contrôle de mes maîtres qui sont actuellement admis. Alors, donc avant de parler du microbiote, dans le terme microbiote même, il y a les micro-organismes. Donc, il est impensable de parler de microbiote sans faire un tour du monde microbien, qui est un monde très vaste et très diversifié. Alors, ça part des prokaryotes, des eucaryotes et des acaryotes, c'est-à-dire les virus. Si je parle des prokaryotes, bien évidemment, il s'agit des archées et des vraies bactéries, donc, qui sont très répandues aussi bien dans le domaine bactériologie médicale ou microbiologie médicale, mais aussi au domaine agroalimentaire environnemental. Donc, principalement, c'est des bactéries gram positifs et gram négatifs. Alors, ça, c'est pour les prokaryotes. Alors, on trouve aussi des micro-organismes parmi les eucaryotes, c'est-à-dire des organismes qui ont un vrai noyau, à savoir les champignons microscopiques, parce que ce n'est pas tous les champignons qui sont considérés comme des micro-organismes. Il s'agit ici des champignons microscopiques, à savoir la levure et les moisissures, mais aussi certains types d'algues, surtout les algues bleu vert, les cyanobactéries. Et aussi, on peut trouver des micro-organismes chez des eucaryotes à affinité animale, c'est-à-dire, je parle ici des protozoaires et des vers. Donc, aux côtés de tout cela, vous avez les virus. Je pense qu'aujourd'hui, avec la pandémie Covid-19, le monde entier s'est intéressé à la virologie. Et donc, je n'ai rien à apprendre à personne sur la virologie. Donc, on sait que les virus sont des eucaryotes. Et donc, c'est cette communauté microbienne qui constitue en fait les micro-organismes et dont l'étude constitue la microbiologie. Donc, il est très important de se rappeler de ces notions-là pour comprendre ce qui va venir par la suite. Alors, donc, si on essaie de faire le lien entre ces micro-organismes et les humains, si on prend le corps d'un humain à l'état normal, donc il y a des parties qui sont stériles, il y a aussi des parties qui sont ouvertes à l'environnement, qui sont des tissus non stériles. Tout l'environnement stérile, c'est-à-dire le sang, les tissus mous, etc., les tissus profonds, ne contient pas des micro-organismes. Par contre, tous nos revêtements, les muqueuses, nos intestins, notre peau, les chevelures, etc., sont en contact avec l'écosystème environnemental. Et donc, ils seront colonisés par des micro-organismes. Alors, c'est l'ensemble de cette communauté microbienne qui colonise ou bien qui sera en contact avec notre corps, notre système de façon générale,
qu'ils soient bactéries, qu'ils soient virus, champignons ou bien protozoaires, l'ensemble de ces micro-organismes qui vivent avec nous constituent ce qu'on appelle le microbiote, qu'on appelait avant la flore microbienne. Maintenant, le terme microbiote humain constitue en fait l'ensemble des micro-organismes qui vivent en fait avec notre corps, soit en symbiose ou bien dans un état de colonisation asymptomatique. Alors, il est important de rappeler une chose, c'est que si on prend un corps humain à l'état normal, il y a 10 fois plus de bactéries ou bien 10 fois plus de micro-organismes dans notre corps qu'il y a des cellules. On décompte à peu près quelques 10 000 à 100 000 milliards de micro-organismes dans notre corps, ce qui est quand même très très important par rapport au nombre de cellules normales de notre corps. Alors ces micro-organismes-là sont répartis à travers le corps et donc à des sites spécifiques. Donc on va trouver des bactéries de la bouche, c'est à peu près 1 milliard de 1 milliard à 10 000 milliards, des bactéries de la peau, des bactéries du tube digestif de façon générale. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être principalement les bactéries du tube digestif. Alors, cette communauté bactérienne qui colonise notre corps, aussi bien la flore de la peau, du tube digestif et des différentes régions, donc, elle va évoluer avec nous au fil des années et il va se mettre en place ce qu'on appelle une interaction mutualisée, ou une interaction bénéfique entre nous et ces micro-organismes. Alors, essayons de voir un peu donc, la composition de ces micro-organismes en fonction des différents sites de colonisation. Si je prends la voie respiratoire, c'est-à-dire du poumon, notre gorge jusqu'au nez, on va voir que c'est principalement dominé par des bactéries et des champignons. Mais principalement, c'est des bactéries qui dominent ces régions-là. Et donc, la peau, c'est pareil. Donc, quant à la peau, il y a aussi des bactéries qui prédominent, donc les grammes positifs, grammes négatifs, mais aussi certains champignons que vous connaissez très bien, les candidats, etc. Alors, pour la cavité digestive et le tractus digestif, donc là, c'est pareil, c'est toujours des bactéries qui prédominent, en fait, notre flore ou bien notre microbiote. Alors là, les voies urinaires et les voies génitales, c'est pareil. Et donc, mais la seule différence, c'est qu'on trouve aussi des champignons dans ces zones-là. Bien. Connaissant tout cela, on peut se poser la question déjà, d'où viennent ces micro-organismes? Quand est-ce que ces micro-organismes rentrent en contact avec nous et quand est-ce qu'ils nous colonisent? Alors, il faut savoir que tout commence dès la naissance, donc, et le mode de naissance de l'enfant. Donc, dès la naissance, il va y avoir l'installation d'une flore microbienne, le microbiote humain, qui va s'installer. Donc, la maman va transmettre à son enfant les premières communautés microbiennes qui vont en fait s'installer chez l'enfant. Alors, donc, que ce soit par la voie basse ou bien par césarienne, et donc, c'est la maman qui transmet à l'enfant les premières bactéries. Et cette première flore qui va s'installer va être influencée par les habitudes de l'enfant, c'est-à-dire les habitudes nutritionnelles et son environnement, donc vont s'adapter à la flore microbienne qui va prendre place au fil des temps. Et donc, au fil des temps, qu'est-ce qui va se passer? Ces micro-organismes vont s'adapter dans tout le corps de l'enfant et arriver jusqu'à la maturité pour mettre en place ce qu'on appelle une flore caractéristique de l'individu. Donc ça, c'est la naissance de la flore microbienne. Alors, si nous essayons de voir de façon chronologique comment est-ce que cette flore va s'installer sur tout notre corps, mais aussi au niveau de l'intestin. Comme je viens de l'expliquer, donc tout commence dès la naissance. Donc, et il y a aussi des études ont montré qu'il existerait une prédisposition génétique de certains individus qui faciliterait la colonisation ou non de certains types de bactéries. Donc, à la naissance, comme vous pouvez le voir ici dans le graphique, donc le mode de naissance va aussi impacter le type de bactéries qui vont coloniser. Si c'est par la voie basse, et donc ça va être des bactéries principalement donc des lactos, les Prevotella, etc. Alors qu'ici c'est par césarienne, ça va être la flore de la peau. Donc l'allaitement avec le traitement antibiotique ou pas et l'alimentation de l'enfant vont conditionner la colonisation d'une flore microbienne chez l'enfant. Bien sûr, lorsqu'on regarde aussi dès la naissance jusqu'à 2 ans, donc les flores aérobiques, c'est-à-dire les flores qui
qui tolèrent l'oxygène, et les fleurs anaérobiques vont s'installer avec une proportion bien particulière jusqu'à être stables par la suite. Alors, à partir de là, on peut s'intéresser, se rétrécir maintenant aux flores, c'est-à-dire au microbiote intestinal. Donc, le tractus digestif, donc l'appareil digestif qui commence depuis donc, la cavité buccale jusqu'au niveau du rectum. Donc là, cet appareil digestif est vraiment impressionnant. Alors, on voit qu'il y a à peu près 60 à 70% des cellules immunitaires qui sont localisées dans cette zone, ce qui est quand même impressionnant. Et il est considéré comme le deuxième cerveau de notre corps, parce qu'il comporte près de 100 à 200 millions de neurones. Et lorsqu'on décortique l'appareil digestif et tout, et qu'on l'étale, sa surface fait à peu près 400 mètres carrés, ce qui est très énorme en termes de superficie. Alors, concernant la composition microbiote, la composition du microbiote, il y a à peu près donc 10 000 à 100 000 milliards de bactéries, comme j'ai dit tantôt, qui sont réparties à quelques 500 à 1000 espèces microbiennes, donc qui sont prédominées par surtout des bactéries. Donc 95% de cette flore microbienne est composée de bactéries. Alors la majorité étant concentrée au niveau du côlon. Et à côté de ces bactéries, donc, il y a aussi des champignons, des protozoaires, mais aussi des bactériophages, c'est-à-dire des virus bactériens qui sont aussi au niveau de la flore intestinale. Alors, de façon plus schématisée, donc, on peut conclure que parmi toute la flore de notre corps, c'est le microbiote intestinal qui est le plus important et qui est le plus à même d'avoir un rôle physiologique épatant pour notre organisme. Et donc, cette flore aussi est soumise à une sorte de chronologie structurelle liée à la composition chimique de chaque zone du tube digestif. Et donc, c'est ce que nous allons essayer de voir tout à l'heure par rapport à l'acidité, par rapport à la présence ou non de l'oxygène. Donc, comme vous voyez, lorsqu'on regarde l'estomac en haut, ils sont très acides, il y a de l'oxygène, il y a moins de bactéries parce que l'acidité est toxique pour les bactéries. Si on descend un peu vers l'intestin grêle, on va trouver que la quantité bactérienne ou bien la quantité de micro-organismes va augmenter parce que là, on a moins d'acidité et l'oxygène commence à se stabiliser et donc on va avoir des bactéries aéro-anaérobies qui vont se développer facilement. Et dans le côlon, là où voilà, il y a vraiment moins d'acide, où il n'y a pratiquement pas d'acidité, il n'y a que des déchets, et donc on va avoir la concentration de la totalité de la majorité des bactéries dans cette zone, qui est le côlon. Bien, alors, donc la présence de cette flore microbienne au niveau du tube digestif, qui bien sûr va varier dès la naissance avec la flore de la maman, qui va s'adapter petit à petit jusqu'à la maturité, jusqu'à l'état adulte, jusqu'à la fin du temps chez l'enfant. Alors, si on essaie de voir en détail le dynamisme de ce microbiote, on comprendra qu'il y a un phénomène très important. Madame Hassani? Alors, on m'interpelle. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue? Oui, Diawara, vous continuez. Oui, oui, professeur. D'accord, je continue. OK, donc tout va bien. Alors, je disais que lorsqu'on essaie d'analyser ce microbiote en détail, on s'y rendra compte d'un phénomène qui est connu, surtout pour les personnes qui étudient ce qu'on appelle le pangénome. Alors, le microbiote est composé en fait de deux éléments très importants. Il y a un ensemble de micro-organismes qui sont communs à tous les humains et que nous partageons tous au niveau de nos intestins. Et donc, cette communauté microbienne qui est commune à nous tous est appelée ce qu'on appelle le corps microbien. Et donc, il y a aussi des espèces microbiennes qui vont différer d'un individu à un autre. Et cette différence d'un individu à un autre va donner ce qu'on appelle l'identité métagénomique de l'individu. Et cette identité métagénomique va être influencée par plusieurs facteurs.
ça va dépendre du mode de vie de la personne, bien sûr de l'état pathologique, de son environnement et même du génotype, de son patrimoine génétique. Et surtout, lorsque j'ai dit l'environnement de l'autre et la pathologie, on sait que les traitements, l'antibiothérapie influencent fortement la flore microbienne, surtout au niveau du tube digestif. Et donc, un individu qui se met à prendre des antibiotiques de façon anarchique tout le temps, va avoir une flore complètement dégradée, et donc son identité métagénomique sera dégradée. Et donc, la physiologie de l'hôte aussi, lorsque j'ai dit l'hôte, c'est-à-dire la personne qui héberge ces micro-organismes-là, s'il est en bonne santé, c'est-à-dire il est bien nourri, il a une activité physique sportive et il est bien portant, et donc son microbiote aussi sera en bonne santé, et donc le corps microbien sera bien en place et l'identité métagénomique qui les caractérise aussi ne sera pas influencée. Alors, le système immunitaire, bien sûr, les individus qui sont immunodéprimés vont avoir leur flore qui va être complètement chamboulée du fait que l'organisme n'arrive plus à mettre en place une barrière ou bien un contrôle de ce flore. Alors, on parle de microbiome, comme vous voyez ici dans le centre, le cœur rouge. Le microbiome, qui est différent du microbiote, en fait, le microbiome, c'est l'ensemble des micro-organismes avec leur environnement, avec leur génome et l'ensemble des transcrits qu'on appelle le microbiome. Et donc, ça tient compte de tout l'environnement et le facteur génétique de micro-organismes qui vont s'implanter dans un environnement donné. Alors, bien évidemment, nous sommes dans une thématique qui est microbiote, ramadan et nutrition. Et donc, nous allons faire appel à l'alimentation. Et donc, quel impact réel pour l'alimentation qui va être développé par des confrères par la suite, notamment Dr Layachi. Alors, donc, comme avant-dernier point, ce microbiote qui va être bien établi chez une personne donnée, c'est quoi son rôle exact? Et donc, il va vivre avec nous dans un système de symbiose qu'on appelle aussi le commensalisme. Le micro-organisme va se développer donc avec nos aliments qui seront présents dans le tube digestif. Et dans le même temps, il va aussi contribuer à un rôle très digestif chez nous. Il va assurer la fermentation de certains substrats qui seront facilement assimilables dans l'intestin grâce à ces enzymes protéolytiques, lipolytiques et glycosidiques aussi. Ils vont participer à la dégradation de certaines macromolécules, surtout des polysaccharides, et donc pour faciliter leur assimilation. Et grâce à leur voie métabolique, ces micro-organismes-là vont dégrader beaucoup de produits au niveau du tube digestif et donner des dérivés qui seront bénéfiques pour notre santé. Et enfin, il y a la présence de ces micro-organismes va être une barrière biologique qui est en fait une ligne de défense qui va nous permettre d'éviter tout ce qui est la colonisation ou bien la mise en place des micro-organismes pathogènes. Et de ce point de vue-là, il va jouer un rôle capital dans le développement du système immunitaire. Et donc, pour conclure dans cette première partie, donc il faut savoir que l'importance de la connaissance des microbiotes est capitale parce que, comme sera développé par la suite aux collègues à mes maîtres, et ils vont voir qu'un déséquilibre au niveau du microbiote est à l'origine de plusieurs pathologies. Et donc, pour comprendre certaines pathologies, on revient souvent à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du microbiote. Et des fois même, il nous arrive de remplacer le microbiote ou bien le fortifier pour que la personne arrive à redorer son état de santé. Alors, il maintient notre hémostasie. Donc, parce que sa maladie est directement liée aussi à notre développement psychique, à notre développement, on va dire même de santé de façon générale. Et donc, actuellement, il y a beaucoup de protocoles d'études qui existent, même pour maintenir le microbiote intestinal. Il y a même de l'implants des selles qui ont été proposés dans beaucoup de thérapies. Et voilà, donc, il faut savoir que ce microbiote est très variable. Ça dépend de l'âge, du sexe, du style de vie,
de l'environnement où nous nous trouvons et surtout de la médication. Et donc, le maintien de ces microbiotes est primordial et ça part par une alimentation saine, une alimentation bien adaptée. Et sur ce, donc, je vous remercie de votre attention. Alors, à mon tour de remercier professeur Njari, le président de l'université Mohamed VI des sciences de la santé, et Madame El-Hassani qui nous a donné un petit peu l'occasion d'échanger autour justement de cette thématique fort intéressante et d'actualité quand on sait que le nombre de publications et de travaux qui sont réalisés sur le microbiote intestinal va crescendo en fait et ça augmente d'une façon exponentielle. Je remercie le professeur Diawara parce qu'il nous a un petit peu il a introduit le microbiote intestinal, sa composition, et ça va certainement faciliter la tâche aux intervenants suivants quand on cherche justement ou quand on veut parler un petit peu de cette interaction entre le microbiote intestinal et les différentes pathologies. Et là, je vais parler de l'allergie en particulier parce que justement, il s'agit d'une situation de ce qu'on appelle la dysbiose par opposition à l'eubiose qui est en fait la situation normale, une composition normale du microbiote. Là, on va aborder l'allergie ou cette dysbiose dans laquelle il y a, je dirais, une anomalie de l'équilibre de ce microbiote intestinal. Alors, comme vous le savez, l'allergie, en fait, ou pour être allergique, il y a certainement des facteurs génétiques qui interviennent. Il y a des familles d'allergiques, mais la génétique à elle seule ne peut expliquer cette augmentation de la prévalence de l'allergie à l'échelle mondiale. Et puis, on a pu démontrer grâce aux études microbiologiques que l'atopie ou cette prédisposition à l'allergie et la délia qui sont forts avec la qualité du microbiote intestinal. Et en général, c'est une altération précoce de ce microbiote intestinal qui pourrait favoriser l'apparition de cette allergie ou cette maladie allergique. On a pu aussi approcher le mécanisme par lequel ce microbiote intestinal va intervenir et va justement moduler l'immunité et être à l'origine de cette pathologie allergique. Il y a le rôle certain dans ces mécanismes des acides gras qui sont produits à partir des fibres alimentaires grâce aux microbes, donc le microbiote intestinal en particulier, et comme quoi le microbiote peut aussi protéger contre l'allergie en modulant justement d'une façon locale et même à distance du tube digestif l'immunité des muqueuses. Alors, vu qu'il y a justement ce lien qu'on va revoir à travers un certain nombre d'études et de travaux, vu qu'il y a ce lien entre microbiote intestinal et allergie, pour le deviner, le microbiote intestinal va être une cible thérapeutique, c'est-à-dire que chez les gens qui sont allergiques, on peut, en modulant ce microbiote intestinal, impacter cette allergie chez les sujets qui ont déjà déclaré leur maladie, ou bien prévenir aussi l'allergie. Et quand je dis microbiote intestinal, je sous-entends aussi la qualité de l'alimentation. Professeur Diawara en a fait allusion, c'est-à-dire que la qualité de l'alimentation va impacter ce microbiote intestinal et va indirectement impacter beaucoup de pathologies qui sont liées à la dysbiose. Professeur Heikel va parler de l'obésité en particulier, mais sinon il y a d'autres pathologies bien sûr qui ont lien avec ce microbiote intestinal. Juste pour le rappeler, l'allergie est une maladie multifactorielle. Il y a des facteurs déclenchants, il y a des facteurs de risque, des facteurs aggravants, des facteurs aussi favorisants. Pour ne citer que l'essentiel parmi les facteurs influençants, il y a certainement la pollution atmosphérique. Vous connaissez probablement cette théorie hygiéniste qui fait un petit peu le lien entre le degré d'hygiène et le risque d'allergie, notamment chez l'enfant. Quand on sait que le niveau d'hygiène globalement dans les zones, je dirais, urbaines en particulier, est important, et ça d'une part, et d'autre part,
l'utilisation aussi, je dirais, massive des antibiotiques, le recours à la vaccination. Alors tout cela a fait que le risque d'infection a nettement augmenté, mais cette amélioration, je dirais, de l'hygiène en général et de l'hygiène alimentaire en particulier va impacter, je peux dire même négativement, le microbiote intestinal. Et en matière d'allergie, ça va favoriser ou ça va entraîner un déséquilibre entre la voie, ce qu'on appelle la voie TH1 et la TH2, en faveur de la voie TH2 qui est impliquée dans le mécanisme de l'allergie. Alors d'autres facteurs bien sûr qui influencent, je dirais, l'allergie, il y a les modifications de nos comportements alimentaires, le déclin en particulier de l'allaitement maternel en faveur de l'allaitement artificiel. Et puis, il y a la qualité de la diversification alimentaire et le contact avec les aliments solides qui va certainement aussi impacter ou influencer le risque de l'allergie. Je citerai rapidement les transformations aussi d'ordre économique avec cette large, je dirais, ou ce large éventail d'allergènes qu'on consomme au quotidien de fait de l'industrie agroalimentaire. Et bien sûr, tout cela est sous-tendu par notre prédisposition génétique. Donc, il y a des facteurs génétiques, bien sûr, qui interviennent. En revenant un petit peu aux conditions d'hygiène et à la théorie hygiéniste, vous avez rapidement cette étude qui a comparé des enfants de campagne avec des enfants qui vivent en milieu urbain avec une qualité d'hygiène qui est meilleure. Et vous le remarquez, parce que ce sont deux cohortes, vous le remarquez, les enfants qui vivent en campagne, donc qui ont une hygiène relativement défectueuse, font plus d'asthme, donc plus de maladies allergiques respiratoires et plus d'atopie en général. Et donc, ils sont prédisposés à développer des maladies allergiques. Alors, pour revenir à ce lien avec le microbiote intestinal, je ne vais pas rappeler ce qu'a déjà évoqué le professeur Diawara. On est colonisé par des microbes, 10 à la puissance 14 microbes au niveau des tubes digestifs, avec plus de 1000 espèces différentes. Un rôle majeur qui est joué par ce microbiote, notamment dans l'immunité plutôt adaptative, via la sécrétion d'un certain nombre d'interleukines et notamment par l'équilibre qu'on cherche justement à établir entre ce qu'on appelle les voies TH1 et TH2. Là aussi, juste pour le rappeler, ce microbiote intestinal, donc, il se localise principalement au niveau donc, du côlon, mais tous les segments, bien sûr, du tube digestif sont concernés. Et puis, par rapport aux phyla, aux familles de microbes qui colonisent, ou de bactéries principalement qui colonisent le tube digestif, vous avez les trois principales phyla, les firmicutes en premier, puis les bactéroïdetes, et puis les actinobactéries, donc qui représentent l'essentiel des micro-organismes qui colonisent notre tube digestif. Je ne vais pas revenir sur l'installation et puis l'évolution de ce microbiote intestinal qui a été déjà abordé, mais je dirais juste un petit mot sur l'impact de l'alimentation sur le microbiote ou le type de germes qui vont coloniser le tube digestif. Et vous avez ici la différence, je dirais, flagrante entre nouveau-né qui a allaité au sein, qui va développer une flore beaucoup plus riche en bifidobactéries, et les nouveau-nés qui sont plutôt nourris au lait artificiel, ou bon, essentiellement à base de lait de vache, qui vont avoir un microbiote moins riche en bifidobactéries et plus riche en bactéries de type Clostridium. Comme quoi, le type de lait que va recevoir le bébé les tout premiers jours de sa vie va certainement impacter la qualité de ce microbiote intestinal. Là, vous avez un travail qui a été comparé aussi indirectement l'alimentation d'enfants burkinabés, donc d'enfants qui vivent en campagne, avec des enfants européens. Et vous voyez, vous devinez un petit peu la qualité d'alimentation de ces deux groupes d'enfants, et vous voyez que leur microbiote intestinal a une composition qui est nettement différente. Vous avez ici un rapport bactéroïdetes firmicutes qui est en faveur des bactéroïdetes, donc une prédominance de cette phyla, de cette famille de bactéries, contre une prédominance des firmicutes chez les enfants qui ont plutôt une alimentation de type occidental.
Et toujours en lien avec cette étude et le lien avec les acides gras à chaîne courte, vous voyez la différence entre les enfants burkinabés et les enfants italiens. Vous avez une production plus importante d'acides gras à chaîne courte, qu'il s'agisse de l'acide acétique, l'acide propionique, l'acide butyrique ou l'acide valérique. Et cette production justement plus importante, on va le voir, et favorise justement ou protège les sujets contre un certain trouble de l'immunité, type allergie, mais aussi type maladie auto-immune. Bien sûr, ces enfants restent peut-être plus exposés aux pathologies infectieuses. Vous avez une prédominance de la voie TH1 qui est en fait plus sollicitée, plutôt que la voie TH2, c'est chez les enfants qui ont une alimentation, je dirais, occidentale. Alors, quel lien entre microbiote et autres? Là aussi, juste pour rappeler quelques points déjà abordés par le professeur Diawara. Alors, il y a l'hôte qui fournit bien sûr la niche et les nutriments au microbiote, mais en contrepartie, ce microbiote digère, fermente les carbohydrates, il produit aussi des vitamines qu'on est incapable de produire. Et vous avez le microbiote qui module tout particulièrement la réponse immunitaire de l'hôte, afin justement de prévenir la colonisation par des agents pathogènes. Là, c'est juste pour rappeler cet équilibre qu'on devrait avoir grâce à ce microbiote entre la voie TH1, les lymphocytes T de type TH1 et les lymphocytes T de type TH2. Alors, les TH2 interviennent plus dans les maladies allergiques, les maladies dysimmunitaires, les TH1 plutôt dans les pathologies infectieuses. Et donc, en cas d'altération de ce microbiote intestinal, un déséquilibre peut s'installer en faveur éventuellement de la voie TH2, ce qui favoriserait donc l'installation de maladies allergiques. Et puis, vous avez un certain nombre de facteurs qui peuvent agresser le microbiote intestinal, et des facteurs thérapeutiques, des facteurs aussi alimentaires. L'antibiothérapie qui influence négativement, on va y revenir à travers un certain nombre d'études, le microbiote intestinal, l'utilisation aussi des traitements anti-acides qui modifient un petit peu le milieu dans lequel vivent ces micro-organismes intestinaux, la carence en fibres alimentaires aussi qui peut impacter négativement le microbiote intestinal. Et vous avez ici justement l'essentiel des facteurs qui interviennent. Certes, il y a une prédisposition génétique, mais il y a le mode de vie, la qualité de l'alimentation, la colonisation initiale, comme cela a été rappelé, des nouveau-nés, où il a bien incité Rosso Diawara sur la différence de composition entre les bébés qui naissent par voie basse et les bébés qui naissent par césarienne. Et puis justement, l'utilisation des antibiotiques, le niveau d'hygiène, la vaccination. Alors tous ces facteurs vont être à l'origine d'un ce qu'on appelle un microbiote déviant ou d'une dysbiose, c'est-à-dire d'une altération de la qualité de ce microbiote qui serait ensuite liée à un certain nombre de pathologies telles que les allergies, les maladies inflammatoires, l'obésité. On ne sait pas toujours si ces maladies vont occasionner la dysbiose ou c'est la dysbiose qui va occasionner les maladies, mais en tout cas, il y a un lien, certes, qui a été démontré. Et d'ailleurs, on va le voir dans la partie traitement, le fait justement de moduler ce microbiote, donc de lutter contre cette dysbiose, va prévenir, si ce n'est guérir, un certain nombre de pathologies dans lesquelles on a identifié ce genre d'anomalies. Alors, juste pour insister un petit peu sur ce que c'est que la dysbiose, donc c'est cette altération soutenue de l'équilibre normal de microbiote. Mais l'anomalie en fait qui est la plus constatée quand on parle de dysbiose ou de pathologie qui s'accompagne de dysbiose, c'est finalement la réduction de la diversité microbienne. C'est-à-dire que chez les sujets qui ont en fait une pathologie en lien avec la dysbiose, ce qu'on a toujours remarqué, c'est qu'il y a moins de diversité microbienne par rapport aux sujets qui sont sains. Et là, vous avez une liste de pathologies où on a noté justement une faible diversité du microbiote intestinal, telles que les maladies inflammatoires, les troubles fonctionnels intestinaux, donc le côlon irritable, l'obésité, le diabète, la maladie cœliaque et bien sûr l'allergie. On incrimine aussi la dysbiose dans les troubles digestifs liés à l'autisme, à la mucoviscidose,
à la colite liée au Clostridium difficile. Alors, pour revenir à l'allergie qui nous intéresse pour ce topo, quel lien entre microbiote et allergie? Alors, il faut savoir que les patients allergiques ont un microbiote différent de celui des sujets sains. C'est un constat, c'est un fait. Il y a d'une part une diminution de la diversité microbienne, comme dans la plupart des dysbioses, et d'autre part, il y a une proportion relative de différentes espèces qui est différente entre les sujets allergiques et les sujets non allergiques. Là, je vais passer en revue rapidement un certain nombre de travaux qui montrent un petit peu cette dysbiose ou ce déséquilibre du microbiote intestinal chez les sujets allergiques. Là, vous avez le microbiote intestinal des nouveau-nés qui vont développer une allergie et qui présente tout particulièrement moins de lactobacilles, de bactéroïdètes, de bifidobactéries et plus d'entérocoques et de clostridia, c'est-à-dire vous avez quand même une prédominance de clostridia d'entérocoques par rapport aux sujets normaux, et vous avez tout particulièrement une moindre diversité bactérienne entre sujets atopiques allergiques et sujets non atopiques. Donc, vous avez en fait ces deux méthodes qui évaluent un petit peu la diversité et le nombre de microbes qui colonisent l'intestin. Donc, les sujets qui ne sont pas allergiques ont une diversité qui est plus importante que les sujets qui sont allergiques. Vous avez ensuite ce travail qui a montré que l'exposition aux antibiotiques en pré ou en période néonatale qui augmente aussi le risque de développer plutôt un asthme allergique, comme quoi la qualité du microbiote ou la colonisation initiale du microbiote va impacter ensuite la santé, et c'est des sujets qui peuvent justement développer des allergies comme l'asthme allergique. Là aussi, c'est un travail intéressant qui montre un petit peu le lien entre la diversité microbienne et la sévérité de l'eczéma atopique ou l'eczéma allergique. Alors, les enfants qui ont une diversité importante ont une sévérité moins importante, c'est-à-dire qu'il y a un lien inverse entre la diversité microbienne et la sévérité de l'eczéma atopique. Et ceci a un lien aussi avec la production. On a parlé un petit peu des acides gras à chaîne courte. Et donc, quand on a une production importante d'acides gras à chaîne courte, il y a un eczéma atopique qui est moins sévère. Comme quoi, il y a un lien entre la qualité finalement de microbiote et la sévérité de l'eczéma atopique. Là aussi, un travail fort intéressant de l'asthme allergique. On a pris des souris qu'on sensibilise à l'ovalbumine. Donc, l'ovalbumine, c'est une protéine donc, de l'œuf qui est très allergisante. Donc, on sensibilise ces souris contre cette protéine et on induit en quelque sorte un asthme. Et alors, on va voir un petit peu la réaction allergique ou immunitaire de ces souris. Alors, quand on compare les souris chez lesquelles on a enlevé tout le microbiote, c'est-à-dire qu'on a tué tous les germes microbiens, donc on a ce qu'on appelle des souris germ-free et qui sont sensibilisées à l'ovalbumine. Quand on les compare à des contrôles, c'est-à-dire des souris qui ont un microbiote qui est préservé, vous voyez que la production des immunoglobulines E, en fait, qui sont des facteurs, je dirais, de l'allergie ou des intermédiaires, en tout cas pour les manifestations allergiques. Vous voyez donc que la production des IgE chez les souris qui n'ont pas de microbiote est beaucoup plus importante, au même titre que la production d'eosinophiles, qui est plus importante chez les souris qui sont dépourvues de microbiote par rapport aux souris qui ont un microbiote qui reste intact. Bon, toujours dans le même sens, l'utilisation de la vancomycine en néonatal va certainement perturber le microbiote intestinal et va exposer aussi à des manifestations allergiques parce que la voie TH2 va être privilégiée et donc les réactions allergiques vont être plus importantes. C'est la même étude qui est partie un petit peu analyser la composition de microbiote chez les souris qui ont reçu de la vancomycine
Et là, on voit un petit peu par rapport au contrôle, la composition de microbiote chez les souris qui ont reçu de la vancomycine en particulier, elle est nettement différente par rapport au contrôle qui n'ont pas reçu d'antibiotiques, en quoi finalement l'antibiothérapie, notamment chez le nouveau-né pour ce qui est de l'humain, va certainement affecter la réponse immunitaire et peut être à l'origine de l'allergie. Je vous fais grâce de cette étude, en fait, qui va un petit peu dans le même sens, mais ça, c'est beaucoup plus la sensibilisation à l'arachide qui va varier en fonction un petit peu de l'utilisation ou non de l'antibiothérapie, comme quoi aussi on peut être sensibilisé à des aliments quand on reçoit des antibiotiques de façon, je dirais, abusive. Et j'arrive un petit peu à la partie modulation, je dirais, de microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, je vous ai dit qu'il est finalement une cible thérapeutique, notamment dans l'allergie, c'est-à-dire qu'en changeant ce microbiote, on pourrait améliorer la dysbiose et donc améliorer la pathologie. On peut même prévenir un certain nombre de pathologies qui s'associent à une dysbiose, telles que l'allergie. Et on peut modifier finalement ce microbiote intestinal en utilisant ce qu'on appelle les probiotiques, vous connaissez certainement. Il y a aussi les prébiotiques, on peut aussi utiliser les antibiotiques, on a vu un petit peu leur impact. Et vous avez une alternative justement thérapeutique qui est en vogue ces derniers temps, ce qu'on appelle la transplantation fécale. Et vous avez donc l'allergie qui sort un petit peu dans les pathologies dans lesquelles il y a un intérêt à utiliser les probiotiques, et l'effet préventif des probiotiques a été démontré dans l'allergie alimentaire en particulier, au même titre qu'un certain nombre d'autres pathologies qui s'associent à la dysbiose. Alors, pour rester justement dans l'allergie et la place des probiotiques, là, c'est un travail chez des enfants qui ont un eczéma atopique et à qui on a proposé en fait des laits artificiels. Et là, en bleu, vous avez les enfants qui reçoivent une préparation lactée, mais qui est enrichie en probiotiques, en ce qu'on appelle Lactobacillus GG. En vert aussi, des enfants qui sont sous lait artificiel, mais qui est enrichi en probiotiques, le BB12, comparé à des enfants qui reçoivent une formule standard. Et vous voyez qu'après 2 mois, justement, de l'utilisation de ces formules lactées enrichies en probiotiques, la sévérité de l'eczéma a nettement diminué dans le groupe des enfants qui ont reçu des probiotiques. Donc finalement, en modulant le microbiote intestinal, on a pu justement améliorer l'allergie cutanée, donc l'eczéma atopique. Là aussi, c'est un travail que j'apprécie beaucoup chez des enfants qui sont déjà allergiques au lait de vache. Et vous le savez, quand on est allergique au lait de vache, on propose ce qu'on appelle un hydrolysat de protéines de lait de vache. Et là, on a fait 2 bras. En fait, on a pris 2 groupes d'enfants allergiques à qui on a proposé soit un hydrolysat de PLV, de protéines de lait de vache classique, ce que vous avez en noir, soit un hydrolysat de protéines de lait de vache, mais qui est enrichi avec ce Lactobacillus GG, qui est en fait un probiotique. Et ce qu'on a constaté, c'est que les enfants qui ont reçu une formule qui est enrichie en probiotiques, ils vont guérir rapidement leur allergie. Donc le nombre d'enfants qui vont devenir tolérants au lait de vache est plus important dans le groupe qui a reçu une formule lactée, un hydrolysat de PLV qui est enrichi en probiotiques. Là aussi, en modulant finalement ce microbiote intestinal, on peut accélérer l'acquisition de la tolérance, voire même la guérison de l'allergie. Sachez aussi que les probiotiques ont été utilisés dans une visée préventive et même en supplémentation chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes, et il paraît que ça a un impact tout particulièrement sur l'incidence de l'eczéma atopique, mais l'effet n'a pas été démontré pour les autres pathologies allergiques. On pourrait aussi proposer des prébiotiques quand on sait que ces prébiotiques sont utilisés justement comme nutriments
par la flore microbienne. Vous connaissez certainement les fructo-oligosaccharides et les galacto-oligosaccharides, les prébiotiques qui sont les plus utilisés. Alors les galacto-oligosaccharides, on les retrouve notamment dans le lait maternel. Alors ces prébiotiques ont un impact justement bénéfique pour le microbiote intestinal. Et quand on voit là, dans ce travail, l'impact justement de l'utilisation de ces prébiotiques sur le microbiote intestinal, après 6 semaines d'utilisation de ces prébiotiques, on a un impact qui est assez net sur le microbiote intestinal qui est devenu plus riche en bifidobactéries. Et là, c'est un travail qui montre aussi l'effet bénéfique des prébiotiques sur l'eczéma. Les enfants qui reçoivent des prébiotiques ont vu la sévérité et l'incidence de l'eczéma qui sont nettement plus bas. Et ça a un lien certainement avec la qualité du microbiote intestinal là aussi. La même chose, un régime qui est riche en fibres diminue aussi la susceptibilité à l'asthme via finalement la production d'acides gras à chaîne courte. Et l'on voit donc finalement que la qualité de l'alimentation va aussi impacter le microbiote intestinal et donc va influencer le risque de développer des maladies de type allergie. Et puis, je suis presque à la fin. Donc, on a parlé des probiotiques, on a parlé des prébiotiques comme modulateurs aussi de microbiote intestinal. Vous avez donc l'autre outil qui est de plus en plus utilisé actuellement, ce qu'on appelle la transplantation fécale, c'est-à-dire qu'on va utiliser des jus, je dirais, de microbiote ou des jus de fesses de sujets qui sont normaux et avec lesquels on va coloniser le microbiote ou l'intestin des sujets après avoir tué donc les microbes qui constituaient ou qui composaient le microbiote de base. Et avec cette transplantation fécale, on a un impact positif sur beaucoup de pathologies qui s'accompagnent de dysbiose. Alors, je termine ma présentation pour insister sur le fait que le microbiote intestinal, et vous l'avez constaté, il est complexe, mais aussi très riche, que sa composition est affectée et modulée par des facteurs de l'environnement. Il y a le mode d'accouchement, la nutrition, l'utilisation d'antibiotiques, d'inhibiteurs de l'acidité, etc. Et que cette composition elle est même dynamique au cours de la vie. Que le microbiote intestinal, et vous avez pu le constater, est considéré comme un organe à part entière qui va interagir d'une façon très fine avec l'hôte. Que ce microbiote il a un impact, on vient de le voir, sur l'apparition et la sévérité des allergies et qu'il est lui-même finalement une cible thérapeutique. En le modulant, on va pouvoir justement impacter la sévérité de l'allergie, voire éventuellement la guérir, mais ça permet aussi, en le modulant, de prévenir un certain nombre de maladies allergiques. Alors, je vous remercie de votre attention. Parfait. Alors, merci infiniment. Je vais essayer de ne pas prendre beaucoup de votre temps. Je sais que tout le monde est en hypoglycémie et probablement irritable. Donc, je vais prendre juste le temps. Un grand merci à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Un grand merci à Madame la doyenne, mon ami Wafa Hassani, à notre président Shakib Njari, à mon compagnon de longue date, épidémiologiste. Un grand merci à professeur Taïr que je connais pour sa compétence en tant que pédiatre, mais également nutritionniste. Professeur Diarra, j'ai eu le plaisir donc de le connaître. Merci infiniment et mon ami Laïachi pour tout ce qu'il a fait pour la nutrition et la diététique au Maroc. Donc merci surtout de réunir tout ce monde d'horizons divers pour un objectif commun qui est celui donc d'échanger des expériences. Alors je vais vous parler quelques instants de l'obésité du microbiote intestinal et je crois que ce qui est important de retenir, c'est que nous avons constaté d'abord et avant tout
que beaucoup de nos régimes ne fonctionnaient pas pour diverses raisons. On le sait, hein, certains régimes ne fonctionnent pas à cause de la psychologie, à cause du manque d'activité physique, à cause d'un certain nombre de facteurs. Et depuis ces derniers temps, on a parlé donc du microbiote. Donc, le microbiote, je ne reviendrai pas, professeur Diawara, on a beaucoup parlé, et professeur Taher également, avec des entérobactéries particulières qu'il faut retenir, qui ont un rôle important, et on va le voir dans quelques instants, que leur rôle n'est pas un rôle microbien en tant que tel, mais un rôle métabolique, parce qu'on va le voir que le tissu adipeux est un tissu qui est métaboliquement actif, hein, ce n'est pas un tissu de stockage, on va le voir dans quelques instants, et on va voir dans quelle mesure est-ce que ce tissu, au niveau duquel il y a un certain nombre d'éléments qui interviennent, des phénomènes pro-inflammatoires, des cytokines également, comment ils sont en contact, comment ils communiquent avec un certain nombre de bactéries. Peut-être insister, je ne reviendrai pas absolument sur ce qu'a dit professeur Diawara et professeur Taher, mais peut-être sur la zone du côlon, dans lesquelles on retrouve un certain nombre de bactéries particulières. Et vous savez que dans cette zone, c'est là où il n'y a pas d'oxygène et moins d'acidité. Et c'est au niveau de cette zone que beaucoup de choses vont se jouer et vont déterminer notre capacité métabolique. Et le professeur Taher en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler d'obésité et de microbiote, mais vous allez voir que le microbiote est lié à beaucoup de pathologies chroniques, hein, le cancer en particulier, l'hypertension artérielle, les problèmes de dysthyroïdie également. On a de plus en plus de preuves scientifiques et récemment, Prevotella avec le Covid-19, quoi qu'il n'y a pas encore de preuves scientifiques, mais vous voyez que le microbiote, notre second intestin, joue un rôle extrêmement intéressant. Évidemment, on ne peut pas dissocier le microbiote de notre environnement global, hein. On sait qu'il joue un rôle important, bien sûr, mais il faut voir comment vous le nourrissez, si je peux ainsi m'exprimer. Comment vous mangez, dans quel environnement vous êtes, est-ce qu'il y a du stress autour, est-ce qu'il y a de l'anxiété, on va le voir dans quelques instants. Et donc, il y a un certain nombre de phénomènes qui jouent un rôle important. Et vous allez voir que la connexion n'est pas uniquement une connexion cerveau et intestin, il y a une connexion environnement global, cerveau et intestin. Peut-être également revenir sur la cellule adipeuse. Je pense que c'est très important. La cellule adipeuse, on parle d'obésité et on pense que la cellule adipeuse, c'est elle qui joue un rôle extrêmement important. Et peut-être pour vous donner une image très simple, c'est-à-dire que l'adipocyte, ce sont des cellules très particulières, hein. Et je ne vais pas faire la comparaison, mais pour vous donner une idée, c'est comme si vous parliez d'un certain nombre de cellules qui peuvent se développer et grandir indéfiniment, hein. C'est comme si on parlait de certaines cellules cancéreuses. Eh bien, dans les adipocytes, il y a deux phénomènes qui vont se passer, vous allez le voir, c'est d'abord l'augmentation du volume et l'augmentation du nombre. Et ça, c'est très important, et même pour que nos étudiants le comprennent, dans ces phénomènes qui sont des phénomènes également métaboliques, ça ne sert à rien d'aller faire certaines liposuctions ou certains actes par rapport aux adipocytes si vous n'avez pas géré la cause. La même cause créera les mêmes conséquences. Donc, il faut bien comprendre que c'est un tissu métaboliquement actif. Et ça, c'est important. Vous allez voir les conséquences dans quelques instants. Alors, ce tissu adipeux, regardez, il y a trois rôles importants. Et vous allez voir que c'est pour ça qu'on le connecte à l'obésité, qui est une maladie. Vous savez que l'OMS définit l'obésité comme étant une pathologie, au même titre que le diabète, l'hypertension ou d'autres pathologies. Alors, son rôle, c'est à trois niveaux. Un, d'abord, le stockage des graisses. C'est le premier élément, hein, les graisses que vous connaissez, hein, le cholestérol ou particulièrement donc les triglycérides. Deuxièmement, il va recevoir de l'information, ce tissu adipeux, et donc il communique, ce n'est pas du stockage simplement. Et le troisième élément, et qui va nous concerner particulièrement, il va produire des adipokines et qui va créer un certain nombre de phénomènes pro-inflammatoires et donc jouer un rôle, par exemple, dans le diabète, favoriser l'insulinorésistance et jouer un rôle dans d'autres pathologies, particulièrement, par exemple, le syndrome métabolique. Alors, ce tissu adipeux, il est caractérisé par une inflammation importante et donc il va faire appel également et appeler un certain nombre de cellules immunitaires et particulièrement les macrophages, production anormale d'adipokines et créer une sorte de phénomène inflammatoire chronique qui explique
un certain nombre donc de phénomènes métaboliques et particulièrement donc l'obésité. L'obésité qui est une pathologie et qui est liée à un certain nombre donc de phénomènes, j'allais dire également nuisible pour notre santé, qui est le diabète, c'est lié au diabète, c'est lié à l'hypertension. On sait également qu'aujourd'hui, c'est lié également au cancer. Alors, c'est un organe vivant et sécrétoire, et ceci, c'est important donc de le retenir pour comprendre dans quelle mesure est-ce que l'obésité devient une pathologie qu'il va falloir traiter et que si le microbiote, pas uniquement par régime ou activité physique, et que si le microbiote, il est avéré, et maintenant on a de plus en plus de preuves scientifiques, joue un rôle important, il va y avoir tout un changement dans notre décision thérapeutique. Regardez ce tissu adipeux et pour faire très très simple et très schématique, vous avez tous entendu parler du tissu adipeux blanc et du tissu adipeux brun et vous allez voir qu'ils sont nourris différemment par le microbiote. Vous allez voir que le microbiote a plus de relations avec notre tissu adipeux blanc, qui est un tissu qu'on va retrouver essentiellement au niveau donc viscéral, abdominal, ce qu'on appelle la graisse viscérale, au niveau des gonades, au niveau du péricarde, également en intramusculaire, alors que le tissu adipeux brun, il est plus, si vous voulez, sus-scapulaire ou supraclaviculaire, qui sont deux types de tissus totalement différents et qui ne vont pas donner les mêmes conséquences sur le plan métabolique. Voici un exemple du tissu adipeux blanc et brun et regardez comment s'organise ce tissu adipeux entre le blanc et le brun avec une multiplication beaucoup plus donc de ces adipocites dans un endroit et que dans l'autre, les adipocites vont prendre une dimension beaucoup plus importante, beaucoup plus volumineuse. Alors en fait, ce qui est important de retenir, pourquoi je voulais parler de ce tissu adipeux blanc et brun, et vous allez voir par rapport dans quelques instants dans les publications par rapport au microbiote, c'est que tout cela va jouer un rôle important dans notre réserve calorique et dans notre dépense énergétique. On s'est aperçu, les nutritionnistes se sont aperçus avec le temps, comment ça se fait que deux personnes ayant le même âge, le même sexe, comment ça se fait qu'ils dépensaient différemment en matière donc énergétique. Eh bien, on s'est aperçu que maintenant qu'il y avait deux raisons. La première raison, c'est la répartition du tissu blanc et du tissu brun chez ces individus. Et la deuxième raison, c'est que leur microbiote était totalement donc différent. Que certaines avaient un microbiote qui leur permettait de plus dépenser donc de l'énergie et d'autres avaient un microbiote qui, au contraire, favorisait la rétention donc énergétique et l'augmentation de la réserve calorique. Et tout à l'heure, professeur Taher en a parlé, cette dysbiose dans ce microbiote crée des phénomènes de déséquilibre énergétique et fait en sorte qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont stocker de l'énergie et plus grossir qu'un certain nombre donc de personnes. Et c'est le même principe que pour le tissu adipeux brun où la thermogénèse va jouer un autre rôle important. Je pense que le professeur Taher connaît très très bien le phénomène, particulièrement chez le nouveau-né. Alors, je vous rappelle que partout dans le monde, les meilleurs nutritionnistes dans le monde, nous réussissons au maximum à 30 ou 35% lorsqu'on met en place un certain nombre de plans nutritionnels ou plans d'activité physique, parce que maintenant la situation est beaucoup plus complexe. On sait que la nutrition joue un rôle, donc les plans nutritionnels, l'activité physique va jouer un rôle, également l'environnement va jouer un rôle, mais maintenant on sait pertinemment également que notre deuxième cerveau, c'est-à-dire donc les intestins, vont également jouer un rôle important pour générer de plus en plus d'obésité. Et donc, c'est pour ça que nous avons maintenant, on est en train de réfléchir à de nouveaux paradigmes, une nouvelle réflexion par rapport à l'obésité, entre des connexions entre un monde microbien, le cerveau, nos intestins et également les cellules adipeuses. Alors, est-ce qu'on l'a prouvé sur le plan biochimique, sur le plan scientifique? Oui, c'est
plusieurs équipes, d'ailleurs des équipes marocaines, hein, l'équipe de professeur Taher, l'équipe de Amina Barakat, il y a plusieurs donc, chercheurs marocains, Hassan Agraou, qui ont beaucoup travaillé, et il y a des équipes belges, particulièrement l'équipe du professeur Kani, qui a beaucoup travaillé à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré qu'il y avait ce qu'on appelle des phénomènes d'ontoxémie métabolique avec des lipopolysaccharides. Je vais vous les montrer. Ces lipopolysaccharides, ils vont augmenter au niveau plasmatique et ils vont modifier la perméabilité donc, de la barrière intestinale, créant cette fameuse donc, dysbiose et permettant malheureusement dans certaines situations à des sujets, vous allez le voir, d'accumuler de plus en plus de cellules adipeuses. Donc vous voyez le flux massif, un afflux massif d'acides gras alimentaires, des lipopolysaccharides de façon importante. Ces lipopolysaccharides vont faciliter une perméabilité donc membranaire et vont attirer un certain nombre donc, de kilomicrons au niveau de la circulation sanguine et puis permettre donc l'accumulation d'un certain nombre d'adipocytes. Alors, bien sûr, il y a des bactéries qui vont jouer un rôle plus important que d'autres. La Akkermansia, par exemple, le Prevotella vont jouer un rôle important, particulièrement la Akkermansia municipula, qui va essayer de protéger donc cette barrière intestinale pendant qu'il y ait d'autres bactéries, par exemple le Bacteroides, par exemple les Lactylobacillus, qui vont jouer un autre rôle important. Et ce rôle est extrêmement lié à la façon dont nous mangeons. Plus nous allons manger de gras ou d'hydrates donc de carbone, plus nous allons favoriser cette perméabilité donc intestinale. Par contre, plus nous allons manger des fruits et des légumes, plus nous allons manger sainement, moins cette barrière va être altérée. Et ça a été regardé, prouvé d'abord en laboratoire, hein, dans le laboratoire où on a pris des souris qui sont axéniques, c'est-à-dire donc dénuées de tout microbiote, et on leur a simplement donc injecté donc des microbiotes d'autres donc souris, et on s'est aperçu hein, dans une situation comme dans l'autre qu'il y en a qui vont devenir obèses ou au contraire il y en a qui vont maigrir en fonction du microbiote qu'on va leur injecter ou du microbiote qui va être mis à leur disposition. Et tout à l'heure, professeur Taher l'a dit, même sur le plan humain aujourd'hui, on fait de la fécalothérapie qui nous permet donc de voir l'impact sur notre tissu adipeux. Voilà une étude qui est extrêmement intéressante où on a montré chez des sujets obèses et qui sont diabétiques également, le fait de changer leur microbiote a changé totalement leur capacité donc d'emmagasiner l'énergie, de devenir obèse, alors que d'autres ont pu maigrir plus rapidement. Évidemment, je ne reviendrai pas sur les détails techniques. Professeur Taher on a parlé, ce n'est pas l'objet de ce séminaire, mais sachez qu'il y a que des acides biliaires qui jouent un rôle important. L'acide butyrique va également jouer un rôle important en connexion avec ces bactéries, avec les lipopolysaccharides et qui expliquerait le phénomène. Là, je vous ai mis cette diapo uniquement à titre donc d'information, mais les phénomènes aujourd'hui à l'échelle en microscopie électronique sont clairement identifiés et également les publications, celle-ci, je voulais insister, qui avait été publiée en 2017 parce qu'elle démontrait clairement le rôle de l'Akkermansia municipula et également le Prevotella copri comme rôle important dans la stabilité de la barrière intestinale. Cette étude également en 2018 qui avait démontré, c'était une des premières études qui avait démontré la capacité d'emmagasiner l'énergie quand vous avez un certain microbiote et donc de devenir plus en surpoids ou obèse par rapport à d'autres personnes, toutes choses par ailleurs étant égales, quel que soit le plan nutritionnel ou le plan d'activité physique. Et on est parti même plus loin, on a démontré ceci même au niveau donc cérébrale. Ça, je vous ai mis une petite revue de la littérature avec les références pour montrer que même au niveau du système nerveux central, eh bien, il y avait un impact de connexion entre donc, ces bactéries et le cerveau. Pour ne pas trop monopoliser la parole, donc j'ai presque terminé, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ce qu'on pensait comme étant les phénomènes classiques, c'est parce que je mange sucré et gras et trop, donc je vais grossir, c'est parce que je ne fais pas d'activité physique, donc je vais grossir, c'est parce que je suis sous antidépresseur, c'est pour ça que je vais grossir. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, le fait de prendre du poids, c'est d'abord une débalance nutritionnelle, c'est également un certain nombre donc, de phénomènes physiologiques, c'est des désordres métaboliques, c'est une stratégie nutritionnelle, mais c'est également et avant tout également
une dysbiose donc microbienne, c'est un débalancement donc de microbiote qui jouerait un rôle important. Et je pense qu'il faut rester plus large, et je reviendrai au mot dont a parlé professeur Diawara tout à l'heure. Parlons beaucoup plus, non pas du microbiote, mais du microbiome, si je vais ainsi m'exprimer de façon plus large, parce qu'il y a le génome qui va jouer un rôle extrêmement important. Et donc, il faut bien retenir notre rapport nutritionnel, notre environnement, notre mode de vie avec l'activité physique et notre microbiote sont ensemble des phénomènes qui sont intégrés et expliquent pourquoi aujourd'hui le nutritionniste ou le médecin pédiatre ou le médecin endocrino, le médecin nutritionniste ou le cardiologue doivent tenir compte de tous ces éléments pour la prise en charge. Parce que cette prise en charge, elle est beaucoup plus compliquée et elle imposera peut-être dans le futur, on ne le sait pas, probablement d'agir avec des prébiotiques ou des probiotiques ou ensemble, ou des symbiotiques, comme a parlé professeur El-Tayeb. Ça nous exigera probablement également une fécalothérapie, d'y réfléchir. En tout cas, probablement, et je voudrais revenir à la base, c'est-à-dire, et nos amis pédiatres le savent, peut-être que déjà pendant que la femme est enceinte, ou alors les fameux 1000 premiers jours, il y a probablement une réflexion à avoir en termes de dépistage dès la naissance de notre potentiel immunitaire, bien sûr, mais surtout de notre potentiel de microbiote et de voir est-ce que des individus qui ont un microbiote particulier auraient-ils plus de chances de devenir en surpoids ou obèses, et donc à ce moment-là, de commencer dès l'enfance et l'adolescence aussi bien sûr l'éducation nutritionnelle, mais probablement de réduire également la panoplie d'antibiothérapie. Les pédiatres sont d'accord avec moi à ce sujet. Et le troisième élément, probablement, de proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques, parce qu'aujourd'hui, le paradigme a totalement changé. L'obésité a si vous voulez, une étiologie plurifactorielle dans laquelle le microbiote joue de plus en plus un rôle crucial et fondamental. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais intervenir sur le jeûne, le microbiote intestinal et quelques recommandations sur le plan diététique. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, on sait très bien que le jeûne du Ramadan, on va parler aujourd'hui du jeûne du Ramadan, on sait très bien que c'est l'arrêt de manger du coucher au lever du soleil. Donc, ça, c'est notre religion. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, le problème qu'on a souvent, c'est que notre tube digestif, il est malmené par une alimentation qui est déséquilibrée pendant tous les jours, et ça c'est un grand problème parce qu'on n'arrête pas de manger, et ça c'est un point sur lequel je vais revenir, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de la digestion prend beaucoup de temps, et il y a des aliments qui demandent énormément de temps pour la digestion et pour l'absorption, et surtout quand on mange un repas qui est hyper calorique, donc ça reste au niveau du tube digestif. Et là, ça ne laisse pas le temps, bien sûr, aux organes de jouer leur rôle. Donc, heureusement, pendant le mois de Ramadan, pendant le jeûne, on a notre tube digestif qui prend quelques vacances. Donc, le foie, les intestins, le pancréas, l'estomac, ils sont au repos, ce qui va permettre à la flore intestinale aussi de se rééquilibrer, et ce qui va donner aussi un énorme et un point très important et très positif qui est la détox ou l'élimination des déchets. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le jeûne, on peut dire avant tout, c'est un moyen de détoxifier l'organisme, c'est un moyen d'éliminer, c'est un moyen d'utiliser les graisses qui étaient stockées. Pourquoi? Parce que l'organisme se retrouve en hypoglycémie, du coup, il a besoin d'énergie qu'il va aller chercher au niveau des cellules adipeuses. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, beaucoup entre nous, on entend parler et on a cette sensation d'être encombré par des substances qui sont toxiques et qu'il faut absolument l'éliminer. La suivante, s'il vous plaît. Mais pourquoi on a cette sensation? Pourquoi on a envie d'éliminer? Pourquoi on a envie de nettoyer? Et d'ailleurs, même ce mot élimination ou ce mot détox qui est devenu un petit peu à la mode, pourquoi maintenant on utilise plus ce terme? La suivante, s'il vous plaît. Donc, on est atteint à plusieurs polluants environnementaux. Là, on parle
du sol, on parle de l'air, on parle de l'eau, on parle des pesticides, on parle d'additifs alimentaires. La suivante, s'il vous plaît. On parle aussi des métaux lourds, on parle du plastique. La suivante, s'il vous plaît. Et tout ça, c'est des déchets parfois qu'on ingère au niveau de notre organisme, mais c'est difficile de les éliminer. C'est des substances qui restent à l'intérieur de notre corps. Et du coup, on se retrouve avec notre foie qui est surchargé de 1 par le rôle de digestion, surchargé aussi par des toxines. Notre microbiote aussi, elle est déséquilibrée. Et donc, pour effectuer ce rôle de détox, on se retrouve avec un rôle qui est très difficile à réaliser par nos organes. Et bien sûr, ça peut donner plusieurs effets négatifs pour notre organisme. La suivante, s'il vous plaît. La suivante. Donc, voilà. Donc là, le rythme des repas, c'est un point sur lequel je voulais trop insister parce que il suffit pas seulement de jeûner la journée, mais il faut aussi, c'est-à-dire pendant le mois de Ramadan, si on veut profiter de cette période pour faire un rééquilibrage dans notre microbiote intestinal, c'est un point que je vais revenir tout à l'heure. Donc, il y a un point qui pose problème, c'est le rythme des repas ou bien l'espacement du repas, surtout en période normale. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que nous mangeons tout au long de la journée, on prend au petit-déj, parfois le goûter, parfois le déjeuner, parfois l'après-midi, parfois on prend le repas qui reste du déjeuner parce qu'on était au boulot, parce que parfois c'est le dîner. Et du coup, nos corps n'arrivent pas à avoir un temps libre pour se concentrer à autre chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la digestion prend beaucoup de temps et le fait de manger tout au long de la journée, c'est un point qui est très négatif. Ça peut influencer sur différents organes et ça peut influencer aussi sur notre microbiote intestinal. La suivante, s'il vous plaît. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'on a la sensation de manger? Et ça, c'est un point qui est très important parce que maintenant, on ne parle plus de 3 repas et 2 collations par jour, on parle de manger à notre faim. Pourquoi manger à notre faim? Parce qu'on sait très bien la faim, c'est un besoin, c'est une hypoglycémie. Et donc, quand on a faim, le corps il a besoin de manger, il a besoin d'introduire ces aliments. La question qui se pose, combien de fois par jour, je pars en période normale, nous sentons la faim dans la journée? C'est très rare. Pourquoi? Parce qu'on mange tout le temps et du coup, la glycémie reste toujours normale ou parfois élevée et le tube digestif travaille tout au long de la journée. Et donc là, bien sûr, les études ont montré que le corps ne peut pas éliminer, ne peut pas détoxifier pendant cette période parce que le tube digestif il est occupé tout au long de la journée. La suivante, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, nos corps ils sont pleins. On n'a pas besoin de renouveler les stocks parce qu'on mange tout au long de la journée et donc il faut déstocker, il faut éliminer pour avoir pour donner le temps au corps de détoxifier et de nettoyer. Et bien sûr, c'est ça le jeûne. Donc, la suivante, s'il vous plaît. Donc, le jeûne, c'est de laisser le corps dans un état vide, dans un repos de tube digestif, dans un repos tout au long de la journée pour qu'il puisse assurer d'autres fonctions. Donc, d'après des études, le jeûne favorise l'élimination des bactéries intestinales pathogènes parce qu'ils n'ont plus de nourriture, surtout le glucide pour s'alimenter. Et les personnes qui pratiquent le jeûne généralement, elles témoignent d'une diminution de leurs troubles, troubles du transit. La suivante, s'il vous plaît. Et donc, les cellules graisseuses, généralement, ils relâchent les calories stockées directement dans le sang qui les répartiraient aux cellules de l'organisme. Et là, on peut dire que le corps va se nourrir de l'intérieur, c'est-à-dire on va utiliser nos réserves glucogéniques, nos réserves en lipides pour bien sûr avoir de l'énergie. La suivante, s'il vous plaît. Donc, le foie, pendant cette période, le foie, qu'est-ce qu'il va faire? Le foie, il va travailler normalement. Pourquoi? Parce que le tube digestif, il est vide et donc il va travailler sans perturbation. Mais là, je vais attirer votre attention sur un point qui est très important. C'est vrai, on parle des jeûnes, les bienfaits des jeûnes, c'est un point qui est positif pour le corps, etc. Mais il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, c'est qu'il ne suffit pas seulement de jeûner, mais il faut aussi bien manger le soir. Et là, c'est le point le plus important par rapport au jeûne. Parce que maintenant, on remarque actuellement pendant le mois de Ramadan, malheureusement avec M majuscule, donc c'est vrai qu'on jeûne, on applique le jeûne la journée, mais le soir ou à partir du coucher de soleil, donc on arrive à ingérer, on introduit beaucoup d'aliments. Sur le plan quantitatif, c'est une quantité énorme, et sur le plan qualitatif, malheureusement, je ne généralise pas, mais dans la plupart des situations, c'est des aliments qui sont de mauvaise qualité, c'est des aliments qui vont rester encore longtemps dans l'estomac. Donc tout ce qu'on gagne dans la journée sur le plan par rapport au côté positif de notre tube digestif et aussi au niveau du microbiote, malheureusement,
on le remplace et on le rend négatif le soir par une ingestion d'aliments qui est hyper riche en calories, hyper riche en sucre rapide industriel, hyper riche en acides gras saturés, en acides gras hydrogénés, en acides gras trans, aussi des édulcorants, des conservateurs, et tout ça, bien sûr, ça perturbe un petit peu le tube digestif et aussi le microbiote. On va y arriver. La suivante, s'il vous plaît. Donc, le jeûne, donc ça c'est des points qui ont été soulevés tout à l'heure par rapport à l'autophagie, qui est un point très important pour le microbiote intestinal. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut éliminer les déchets métaboliques, il faut utiliser le gras stocké au niveau du corps. La suivante, s'il vous plaît. Alors, donc là, la suivante, s'il vous plaît. Donc, le jeûne, donc le corps, il rentre dans un état de cétose. Donc, c'est l'utilisation, c'est l'hypoglycémie, c'est l'utilisation des gras. Donc, pendant ce temps, le système digestif, il est toujours au repos parce que, pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, le corps, il utilise et le gras de l'intérieur, donc tout ce qui est calories de l'intérieur, surtout les cellules graisseuses. La suivante, s'il vous plaît. Donc, comment notre microbiote réagit à la privation de nourriture? Donc, tout simplement, les modifications du microbiote pourraient-elles être à l'origine de ces bénéfices? Et c'est ce qu'on va voir, parce que le jeûne, là, on n'introduit rien dans notre organisme. Le tube digestif, il est au repos, il n'y a pas d'alimentation. Donc, comment le microbiote va se comporter? La suivante, s'il vous plaît. La suivante. Bon, je ne vais pas revenir sur les définitions, la suivante. Donc, c'est des points qui ont été soulevés par mes chers amis tout à l'heure. Donc, là aussi, je passe. Donc, le micro-organisme qui est colonisé le plus, c'est le microbiote intestinal. Donc, on va parler plutôt de la flore intestinale. La suivante, s'il vous plaît. Donc, là, c'est des points qui ont été soulevés. Je ne vais pas y revenir. La suivante. Excusez-moi, c'est Amine. Bon, là, c'est des points par rapport aux différentes espèces qui existent au niveau de notre flore intestinale, donc les espèces dominantes, les espèces transitoires et les espèces rares. Je ne vais pas y revenir. La suivante, s'il vous plaît. La suivante. Voilà, donc tout ça, c'est des points qui ont été discutés tout à l'heure par rapport à la présence des bactéries au niveau de notre côlon. La suivante, s'il vous plaît. La suivante. Bien, donc, là, on a un point qui a été très important, qui a été discuté au niveau des études, des différentes études. Donc, on a trouvé deux types de flore intestinale. Donc, deux groupes de types de flore intestinale. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'écologie intestinale. Et là, ces deux groupes, ils étaient liés à deux paramètres fondamentaux. Le premier paramètre, c'est un régime riche en acides gras saturés et en sucre absorption rapide industriel. Et le deuxième paramètre, ou le deuxième groupe, c'était le groupe qui avait une forte consommation de fibres alimentaires. Et là, on va voir les détails par la suite. La suivante, s'il vous plaît. La suivante. Donc, l'alimentation est le facteur le plus important pour le microbiote intestinal. Là, une étude qui a été publiée en 2019 à l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande, il a montré que le comportement alimentaire et le sommeil sont aussi connectés aux bactéries intestinales et la santé. C'est-à-dire, si on veut prendre soin de nos intestins, si on veut prendre soin de notre santé, il faut prendre soin des intestins. Et si on doit prendre soin de nos intestins, il faut prendre soin de ce que nous mangeons, de ce que nous ingérons d'une manière générale. Excellent, merci beaucoup. C'est la diapositive la plus importante pour moi par rapport au microbiote intestinal et le côté alimentaire. Là, on voit que le microbiote intestinal, il a plusieurs rôles. Je ne vais pas revenir sur le rôle de barrière de défense et de maintenance qui a été soulevé par mes chers collègues, mais je vais revenir sur un point qui est très important, c'est le premier. Donc, c'est le rôle de la digestion. Et là, je vais revenir, comme il a dit professeur Heikel tout à l'heure par rapport aux obèses, moi je vais parler par rapport aux personnes qui sont carencées. Donc la plupart des personnes, ils sont carencés en différentes substances nutritionnelles, mais
on se pose toujours la question pourquoi? Pourquoi j'ai une carence en fer alors que je mange du fer? Pourquoi j'ai une carence en vitamine ou là en calcium alors que j'en mange? Tout simplement, maintenant, toutes les études ont montré que le problème qui existe maintenant, ce n'est pas un problème d'apport. Nous apportons suffisamment de nutriments, bien sûr, il y a des exceptions, je ne généralise pas, mais le problème qui se pose, c'est un problème d'absorption, c'est un problème d'utilisation, c'est un problème d'assimilation. Donc là, il ne suffit pas seulement de manger le fer, il ne suffit pas seulement de manger le calcium, mais il faut aller au-delà. Est-ce que notre microbiote intestinal, elle est prête à absorber, elle est prête à utiliser ce nutriment qu'on va utiliser, qu'on va ingérer. Donc, le rôle majeur de microbiote intestinal dans la prévention des différentes carences nutritionnelles est très important, sachant que le microbiote intestinal, comme il a été souligné tout à l'heure, souligné par le professeur Taher, donc il a un rôle dans l'absorption, dans la digestion et aussi dans la sécrétion de certaines vitamines. Donc on a la vitamine K, la vitamine B2, la vitamine B8 et tout ça se passe au niveau microbiote. Si on a un problème au niveau du microbiote, on va avoir un problème de malabsorption. Cette malabsorption, malheureusement, même si on ingère une quantité suffisante, le corps ne va pas en bénéficier et du coup on va se retrouver après avec des carences qui sont très importantes. Et donc là, pour répondre à cette question, pourquoi je mange et je ne bénéficie pas, pourquoi je mange? Parce que là, on reçoit beaucoup de patients par rapport à ça, surtout concernant les micronutriments, c'est-à-dire les vitamines et les sels minéraux. La plupart, ils prennent même des compléments alimentaires riches en vitamine D, riches en calcium, riches en fer, mais tout le monde est d'accord maintenant, si le microbiote intestinal ne répond pas positivement, s'il n'est pas en bonne santé, on va avoir un grand problème d'absorption et par la suite des problèmes de carence. La suivante, s'il vous plaît. Donc, le microbiote intestinal exerce des fonctions métaboliques essentielles au niveau de la digestion. La fraction des aliments qui n'ont pas été digérés à la sortie de l'intestin grêle est fermentée par le microbiote au niveau du côlon. Et puis après, on va avoir donc un carburant qui va être utilisé par le côlon que professeur Taher on en parlait tout à l'heure, c'est les acides gras à chaîne courte. La suivante, s'il vous plaît. Et là, c'est un rôle très important du microbiote intestinal. La suivante, s'il vous plaît. Bien, donc là, c'est les effets barrières qu'on a vu tout à l'heure, le rôle de défense, bien sûr, parce que c'est très important de jouer un rôle de barrière au niveau des intestins. Tout ce qu'on ingère n'est pas forcément quelque chose de positif. Donc, le microbiote intestinal, c'est une barrière qui est très importante par rapport à l'organisme. Moi, je chime donc le microbiote intestinal. Si on a un microbiote intestinal qui n'est pas en bonne santé, qui n'est pas propre automatiquement, on va avoir des particules qui vont être négatives et qui vont passer pour notre organisme. La suivante, s'il vous plaît. Donc là, par rapport au système immunitaire, ça a été discuté d'une manière directe. Donc, d'une manière directe, le système immunitaire, et surtout, ça a été discuté par rapport au Covid-19, etc. Donc, c'est vrai que la flore intestinale joue un rôle très important par rapport au renforcement de notre système immunitaire d'une manière directe, mais aussi, il y a une partie indirecte. Une partie indirecte, c'est que toutes les substances, comme je viens d'expliquer, les substances qui jouent un rôle dans le renforcement de notre système immunitaire, je parle des substances alimentaires, quand on va les ingérer, si notre microbiote intestinal n'est pas en bonne santé, on ne va pas en bénéficier. Et du coup, donc là, il y a un côté direct et un côté indirect qui joue un lien entre le système immunitaire et notre microbiote intestinal. La suivante, s'il vous plaît. Là aussi, par rapport à la muqueuse intestinale, donc par rapport au mucus, par rapport à l'irritation des cellules de l'intestin, par rapport à l'activité enzymatique de la muqueuse, et ça c'est un point qui est aussi très important. La suivante, s'il vous plaît. Alors, en quoi ces comportements affectent-ils le microbiote intestinal? Et là, c'est un point qu'on va voir. La suivante, s'il vous plaît. Donc, le jeûne, il augmente la diversité des bactéries dans les intestins, et ce qui est important pour le système immunitaire et notre santé d'une manière générale. La suivante, s'il vous plaît. Donc, l'élimination des mauvaises bactéries, c'est de 1. Donc, en cas de jeûne, le corps va éliminer. Le développement des bactéries qui sont bénéfiques. Lorsqu'on met notre intestin au repos, on développe la flore intestinale. Et ça, c'est un point qui est très important. Et c'est pourquoi la reprise alimentaire progressive est très importante et essentielle après un jeûne. Donc, après un jeûne, c'est très important de recommencer, de reprendre l'alimentation d'une manière très progressive, de ne pas manger une grande quantité et de ne pas manger beaucoup de calories en un cours réduit parce qu'on était pendant plus de 16 heures ou 14 heures de jeûne et donc là, il faut aller très progressivement sur le plan quantitatif et très équilibré sur le plan qualitatif. Donc, des études ont associé le jeûne à l'activation du gène qui renforce la barrière intestinale afin de nous protéger des microbes nocifs et ça, c'est des toxines bien sûr qu'on va éliminer pendant cette période de jeûne. La suivante, s'il vous plaît.
Donc, comme je viens de dire, donc le jeûne, il aide à restaurer l'intégralité de la muqueuse intestinale, ce qui influence favorablement la réponse inflammatoire, contribuant à la protection contre les maladies chroniques liées à l'inflammation au niveau de la muqueuse. La suivante, s'il vous plaît. Et là, c'est un point qui est très important par rapport au microbiote intestinal et par rapport aux relations avec les autres systèmes. Et là, les études ont montré que la relation, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire, le microbiote intestinal va influencer sur notre système, notre état nutritionnel, mais aussi notre état nutritionnel peut influencer sur notre microbiote intestinal. Donc là, c'est un aller-retour. Donc si on a un microbiote intestinal qui n'est pas en bonne santé, automatiquement, on ne va pas bien assimiler, on ne va pas bien absorber. Mais si on mange mal, même si on mange suffisamment sur le plan quantitatif, mais sur le plan qualitatif, c'est aussi très important parce que c'est le côté qualitatif de la chose qui va me permettre de régulariser cette flore intestinale ou ce microbiote intestinal. Et là, on va voir les détails tout à l'heure. Donc là, j'aimerais bien insister sur deux points qui sont très importants. Il faut satisfaire les besoins sur le plan quantitatif. Ça, c'est un point indiscutable. Mais le point le plus important sur lequel on n'insiste pas beaucoup, c'est le côté qualitatif des glucides. Donc, on sait très bien qu'il y a lipides et lipides, il y a protéines et protéines, et il y a glucides et glucides. Donc, on ne peut pas comparer des glucides industriels avec des glucides naturels, comme on ne peut pas comparer des gras hydrogénés avec du gras végétal qui est riche en acides gras insaturés, qui est bénéfique pour la microbiote intestinale. La suivante, s'il vous plaît. Donc là, on a parlé tout à l'heure par rapport au rôle dans la digestion, en facilitant l'assimilation, en assurant l'hydrolyse de l'amidon, et ça c'est un point sur lequel je vais revenir tout à l'heure, surtout par rapport à l'amidon quand il est cuit. Donc des études ont montré qu'on bénéficie mieux au niveau du microbiote intestinal. Elle participe à la synthèse de certaines vitamines et surtout l'absorption des acides gras, du calcium, du magnésium et de plusieurs nutriments, que ce soit des macros ou des micronutriments. La suivante, s'il vous plaît. Donc là, je ne vais pas y revenir sur des points qui ont été soulevés tout à l'heure, donc par rapport aux acides gras à chaîne courte qui fournissent de l'énergie à notre intestin au niveau en interne. Et ça, c'est suite, bien sûr, quand on a un microbiote intestinal qui est équilibré. La suivante, s'il vous plaît. Alors là, j'arrive à la fin, à la partie la plus importante, nous sommes ce que nous mangeons. Et toutes les études, la suivante, s'il vous plaît, ont montré qu'un apport important en fibres alimentaires, un apport important en fibres alimentaires sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif va favoriser la formation et la conservation du microbiote intestinal qui va être bien structuré. Donc, grâce aux effets bénéfiques des prébiotiques et des probiotiques, professeur Taïeb l'a soulevé tout à l'heure aussi, professeur Ekel, donc ce sont deux substances qui sont très importantes. Donc, quand on parle des prébiotiques, c'est les fibres alimentaires qu'il faut introduire d'une manière journalière. Normalement, le besoin en fibres alimentaires sont de 30 grammes par jour. Les études ont montré que nous ingérons la moitié, c'est-à-dire en 10 à 15 grammes par jour. Et après, je vais vous dire comment on peut trouver ces fibres alimentaires. La suivante, s'il vous plaît. Donc, les prébiotiques, c'est des composants qui sont indigestes, donc c'est certaines fibres qui stimulent l'activité de certains groupes spécifiques comme les bifidobactéries et les bactéries lactiques, et c'est le cas de l'inuline par exemple. Donc j'ai pris juste un exemple. L'inuline, c'est un composant qu'on trouve dans les oignons, qu'on trouve dans les artichauts, c'est des fibres alimentaires qui ont un rôle très bénéfique pour la flore intestinale. Et là, pour être pratique, pour parler sur le plan pratique, la suivante s'il vous plaît. Pour rapport aux fibres alimentaires, donc tout le monde parle des fibres alimentaires. Quelles sont les fibres alimentaires? Où trouver ces fibres alimentaires? C'est très simple, c'est très facile, c'est très rapide. Ça fait partie de notre consommation journalière, ça fait partie de nos habitudes alimentaires et c'est des aliments qu'on peut trouver facilement et rapidement. Tout simplement, il faut avoir certains réflexes par rapport à notre côté alimentaire. Donc, quand je parle de fibres alimentaires, il faut aller les chercher. Les fibres alimentaires sont faciles à trouver, mais il faut avoir la volonté. Prenons juste l'exemple de l'aliment le plus consommé, nous, en tant que Marocains, c'est le pain. Donc, le pain, on en a trois types. Il y a le pain complet, il y a le pain d'orge, il y a le pain blanc. Donc, si je prends le pain blanc, il n'y a pas de fibres alimentaires. Si je prends le pain complet, il y a plus de fibres alimentaires. Mais si je prends le pain d'orge, il y a encore plus de fibres alimentaires. Donc, l'orge, on sait qu'il est disponible, mais le prix, il est beaucoup moins cher que le blé. Mais les gens ne le consomment pas. Les gens, ils ont tendance d'aller vers le pain blanc ou vers le pain complet, mais on oublie le pain d'orge qui est bombardé par les fibres alimentaires qui sont bénéfiques pour la flore intestinale. En plus de ça, les vitamines et les sels minéraux. Encore plus si on ajoute certains grains. Si on ajoute par exemple les grains de sésame ou les grains de lin qui jouent aussi un rôle très important pour le microbiote intestinal. Et donc là, c'est des choses qu'on peut introduire très rapidement et très facilement dans notre alimentation et ça va donner un résultat
final qui est appréciable par tout le monde. Les fibres alimentaires aussi, c'est tout ce qui est crudité, c'est tout ce qui est légumes, c'est tout ce qui est fruits. Mais les gens, parfois, ils oublient de manger, par exemple, le fruit ou le légume et ils partent vers les jus. Et ça, c'est un problème aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais remplacer le fruit ou le légume par les jus. On parle de fruits et légumes comme teneurs, comme des aliments hyper riches en fibres alimentaires, oui, mais pas en jus. Ça ne veut pas dire que les jus sont méchants. Non, les jus aussi, ils ont le rapport nutritionnel. Mais sauf quand on fait cette transformation de légumes ou de fruits vers le jus, on n'a pas de fibres alimentaires. Donc, le fruit peut remplacer le jus, mais le jus ne peut pas remplacer le fruit. Donc, si on veut prendre le jus par jour, il ne faut pas que ce soit au dépens des fruits ou des légumes parce que l'apport en fibres alimentaires reste très important dans les fruits et légumes. Et surtout les crudités, quand on parle dans la journée minimum de prendre 250 à 300 grammes de crudités par jour. Il y a aussi les fruits secs, les fruits oléagineux, les dattes, les amandes, les noix qui contiennent un apport important en fibres alimentaires. Après, il y a les légumes secs aussi qui sont riches en fibres alimentaires. Donc, tous ces aliments contiennent un apport important en fibres alimentaires. Si on les apporte d'une manière journalière ou hebdomadaire, ça va satisfaire le besoin en différentes fibres alimentaires et du coup, il va donner un apport positif par rapport à notre microbiote intestinal. La suivante, s'il vous plaît. Excusez-moi si j'ai tardé. Je finis bientôt. La suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà, c'est des choses qui vont en parallèle. C'est l'augmentation de la consommation de fibres alimentaires et la diminution des glucides, ou des sucres et des graisses saturées, et surtout les fritures. Donc là, les fritures, c'est des substances qui sont très négatives pour notre flore intestinale. La suivante, s'il vous plaît. Après, il y a d'autres études qui ont montré aussi l'apport en polyphénol, qui est très bénéfique pour le microbiote intestinal. Et là, quand on parle de polyphénol, on parle des antioxydants qu'on trouve surtout dans le thé. Donc, une consommation de polyphénol est très importante, mais là, il faut faire attention. Si je prends un verre de thé qui est riche en polyphénol, qui est bien pour notre microbiote intestinal, mais qui est bombardé par le sucre, ça ne sert absolument à rien. Donc là, il faut avoir un équilibre entre les substances bénéfiques pour le microbiote intestinal et les substances, bien sûr, qui vont jouer un rôle qui est négatif. Et donc là, par exemple, pendant le mois de Ramadan, on sait très bien la rupture du jeûne, comment ça se passe. Donc malheureusement, je ne généralise pas, mais malheureusement, il y a beaucoup de sucreries, il y a beaucoup de fritures. Et donc, tout ce qu'on a gagné tout au long de la journée par rapport à notre microbiote intestinal, on va malheureusement le négativer le soir. Et ça, c'est un grand problème. C'est pour ça qu'il ne faut jamais commencer là où faire la rupture du phtor avec des aliments qui sont hyper sucrés et des aliments qui sont bombardés par les fritures. Et là, je parle bien sûr de la fameuse shubbakia, je parle des briouates qui contiennent des substances hyper nocives pour notre microbiote intestinal. Et c'est pour ça, c'est bien de laisser ces aliments-là à la fin, peut-être de se faire plaisir de temps en temps, c'est pas grave. Mais de faire la rupture du jeûne avec ces aliments-là, c'est quelque chose bien sûr qui est très négatif, surtout après une journée de jeûne, on a pu récupérer quelques cellules au niveau de notre microbiote intestinal. Donc voilà, comme j'ai parlé tout à l'heure, dans tout ce qui est céréales complètes, tout ce qui est pain d'orge, tout ce qui est pain complet, tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas d'aliments magiques dans la nature. Les aliments se complètent entre eux. Le seul aliment complet pour l'être humain, c'est le lait maternel pendant les premiers mois. Après, il n'y a pas d'aliment qui peut satisfaire tous les besoins. Donc, c'est très important d'avoir une diversité alimentaire pour qu'on puisse avoir toutes les substances et tous les fibres alimentaires que le corps a besoin. Donc là, je vais terminer par une étude qui a été publiée récemment et qui a montré l'influence des aliments cuits sur le microbiote intestinal chez l'homme. La suivante, s'il vous plaît. La suivante, s'il vous plaît. Et donc, la variation observée sur le microbiote intestinal pourrait s'expliquer pour le fait que la cuisson modifie la structure physique des ingrédients qui entrent dans la composition des aliments. Et là, ils ont pris l'exemple de l'amidon. Donc, l'amidon, quand il est bien cuit, il est mieux digeste et du coup, ça aide la restructuration et l'équilibre au niveau de la flore intestinale. Mais il y a des aliments aussi qu'il faut les consommer crus. Là, les fibres alimentaires, on sait très bien, la suivante s'il vous plaît, que la cuisson, elle peut aussi modifier la texture, elle peut modifier la nature, des fibres alimentaires. Donc, quand on a des fibres dures, c'est pas la même chose quand on a des fibres tendres. Donc, la cuisson, il faut manger des aliments cuits, mais il ne faut pas oublier de manger une ration de crudité aussi par jour. Donc là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est additif alimentaire, tout ce qui est sucre industriel, tout ce qui est acide gras saturé, c'est à éviter. La suivante, s'il vous plaît. Et donc là, on va voir une étude qui a été aussi réalisée par rapport à tout ce qui est alimentation industrielle. Et donc là, les études ont montré aussi qu'une alimentation qui est industrielle, une alimentation qui est ultra transformée, peut donner
des effets très négatifs et l'accumulation de la graisse, comme l'a soulevé tout à l'heure professeur Heikel. Donc, il ne faut pas seulement s'intéresser au pourquoi je ne maigris pas, pourquoi même si je fais le régime, il faut toujours aller chercher par rapport au microbiote intestinal parce que c'est des aliments qui peuvent intervenir d'une manière très négative sur notre potentiel et sur notre flore, sur la flore intestinale, ce qui va par la suite donner des complications par rapport à plusieurs maladies au niveau de l'organisme. La suivante, s'il vous plaît. Donc, comme conclusion, donc pour finir, le jeûne et le microbiote sont deux sujets qui seront, je pense, moi, c'est ce que je pense, sur toutes les lèvres d'ici quelques années. Donc, il faut, je pense, qu'on approfondit, il faut qu'on fasse plus de recherches par rapport à ce sujet-là, parce que c'est un sujet d'actualité, tout le monde en parle, et c'est, je pense, pour moi, sincèrement, je pense que si la flore intestinale, elle est bonne, on va éviter beaucoup de problèmes de santé, mais si malheureusement la flore intestinale elle est déséquilibrée, malheureusement le microbiote intestinal, s'il est déséquilibré, par la suite on peut avoir beaucoup de problèmes de santé, y compris les carences, y compris l'obésité, y compris la dyslipidémie, y compris les problèmes métaboliques. Et merci pour votre attention.